David. Monsieur le Président, je vous remercie pour l'occasion que vous m'accordez d'apporter mon humble contribution à ces débats sur le budget. Et dans le cadre de ces débats, j'aimerais dire que deux camps s'opposent sur le champ de la politique, de la vision, des chiffres et des projets. Mais en aucune façon, nous devrions dériver sur d'autres terrains qui ne font pas honneur à notre Assemblée. Aussi, j'aimerais, en tant que jeune parlementaire au sein de notre Parlement, exprimer ma désapprobation la plus totale face aux commentaires gratuits et infondés proférés avant-hier par le ministre de la Santé à l'encontre d'un confrère dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de médecin. Dans un autre registre qui, lui, colle beaucoup plus à la nature de ces débats budgétaires, j'ai écouté avec beaucoup d'attention hier soir, avant l'ajournement des travaux, l'honorable Ramcon, et j'ai vu avec quelle énergie il a répondu à certains points avancés par mon voisin, l'honorable Ouchit. Puis-je aussi suggérer à l'honorable Ramcon qu'il puisse déployer la même énergie dans la lecture et l'analyse du dernier rapport de l'audit, et je vais même, pour lui faire gagner du temps, lui préciser qu'il s'agit des pages 283 à 293 du rapport, qui mettent en lumière les manquements de la NDU dans le chiffrage, la planification et l'exécution des projets. Monsieur le Président, le mardi 7 juin, nous avons assisté au 3e grand oral du présent ministre des Finances et je suis le 47e orateur à intervenir dans le cadre de ces débats. Et je dois vous avouer qu'avant même d'être un membre de cette Assemblée, j'ai souvent suivi les discours budgétaires et régulièrement, il m'est arrivé d'entendre des commentaires traitant différents ministres des Finances de magiciens. En 2007, 5+ titrait « Citanen, le magicien », car le grand argentier de l'époque comptait ramener la dette publique de 63 à 60% du PIB, conformément à la norme de l'Union européenne. En 2015, on disait de Vishnu Lakshminarayalu qu'il était le magicien qui allait produire le 2e miracle économique. Et mon collègue, l'honorable Asirvadan, a mis en avant le miracle qu'il a fait en changeant de l'argent en or. En 2022, le ministre Padehachi n'échappe pas à cette traditionnelle appellation, et même dans la bouche de certains de ses collègues ministres. Le soir de la présentation du budget 2022-23, le ministre Ganou, réagissant devant la presse dans la salle du trône de notre Assemblée nationale, disait, je cite, « Le ministre des Finances a fait comme un magicien dans ce budget. Il a retiré de son chapeau toutes sortes de mesures. » Et le lendemain matin, l'Express titrait à la une « Véritable tour de passe-passe ». À titre personnel, Monsieur le Président, j'ai tendance à ne pas croire à la magie. Aussi, que l'honorable ministre des Finances se rassure, je ne le traiterai pas de magicien, et pour cause, il a surpassé ses prédécesseurs avec une série de mesures, dont certaines socialement bonnes, mais toutes basées sur des chiffres cosmétiques. Le ministre des Finances n'est, selon moi, pas un magicien, mais bien un artiste. À coup de maquillage argenté, le ministre des Finances est devenu le make-up artiste le plus connu du pays et probablement de la région.
se baser sur l'inflation pour gonfler artificiellement les recettes de l'État, projeter de relancer l'économie essentiellement par la consommation, alors que la majeure partie de ce que nous consommons est importée avec une roupie aujourd'hui dévaluée. Refuser d'un côté la recommandation du FMI pour le retrait de la Banque de Maurice de l'actionnariat de la MIC, mais de l'autre côté, utiliser les prévisions du même FMI pour affirmer dans son discours sur le budget que notre PIB atteindra 520 milliards de roupies en 2022. Annoncer que la dette publique baissera à 78% du PIB à la fin de cette année financière, cette nouvelle année financière, alors que les Special Purpose Vehicles, qui se multiplient avec ce présent gouvernement, ne rentrent pas en compte dans le calcul de cette même dette. Supprimer la taxe sur les véhicules hybrides et électriques, tout en affichant des recettes fiscales sur les véhicules qui augmentent de 2,9 à 4 milliards de roupies. Miser sur la rentrée de 22 milliards de roupies dans les caisses de l'État, avec la vente de certains bijoux nationaux dont le book value vaut à peine la moitié. Avoir deux budgets parallèles et pratiquer ce qu'on appelle la navette fiscale entre le Consolidated Fund et les Special Funds, qui sont comme des fonds secrets d'où le gouvernement puise pour financer les dépenses courantes. Voilà donc, Monsieur le Président, la base cosmétique d'un budget artistiquement présenté par le ministre des Finances le 7 juin dernier, en 515 paragraphes, 130 minutes et 103 coups de tape à table. Ça fait presque un coup de tape à table par minute. On se serait cru à un concert de djembé. Alors justement, cet instrument de percussion, accompagné de notre ravane locale, trouverait meilleure place à notre aéroport international Sir-Siusaga-Ramgoolam pour accueillir le million de touristes annoncé au paragraphe 28 du présent budget. Évidemment, et l'honorable Fouquioun l'a rappelé, en tant que patriotes de ce côté de la Chambre, nous serons les premiers à nous réjouir si 1 million de touristes visitent notre pays sur cette année civile 2022. Mais là aussi, Monsieur le Président, les chiffres annoncés semblent être maquillés. Selon Statistics Mauritius, de janvier à mai 2022, les arrivées touristiques ont été de 313 600, alors que sur la base projetée d'1 million de touristes sur cette année, de janvier à décembre 2022, les 5 premiers mois de l'année auraient dû afficher la visite de 416 600 touristes, soit 103 000 de plus que les chiffres enregistrés. Alors vous me direz, Monsieur le Président, qu'il y a une saisonnalité de nos arrivées touristiques. Et vous auriez raison. Ce qui m'a donc amené à aller comparer les chiffres de la même saison en 2019, avant l'ère Covid. Toujours selon Statistics Mauritius, de janvier à mai 2019, nos arrivées touristiques étaient de 557 600. Autrement dit, nos arrivées touristiques actuelles représentent un taux de 56% de notre performance pré-Covid. Aux côtés du tourisme, un autre secteur essentiel de notre économie, c'est notre activité portuaire. Et sur ce point, je dois dire que les prévisions du ministre des Finances n'ont aucun risque d'être fausses, car elles sont inexistantes. Alors que la modernisation de notre port serait un pôle de croissance et de compétitivité incontournable, ainsi qu'une source majeure de création de richesses nationales et d'emplois. Alors que je pensais constater des investissements stratégiques dans le développement de nos infrastructures portuaires, je me suis retrouvé face à un océan de vide pour ce secteur, à l'exception de l'annonce faite au paragraphe 99 à 101 au sujet de l'affrètement de 2 navires de collecte pour la région, un qui entreprendra la route de l'Asie du Sud à partir de septembre 2022 et le deuxième qui desservira les pays de l'Afrique de l'Est à compter de novembre 2022. L'idée, je dois dire, est une bonne idée, car elle part d'un bon constat, à savoir que la pandémie de Covid-19 a bouleversé les chaînes d'approvisionnement et de distribution, surtout au niveau des compagnies maritimes, qui ont réduit la fréquence
des navires porte-conteneurs et revu les tarifs et les routes qu'elles desservent en privilégiant celles qui sont plus rentables, ce qui n'est malheureusement pas le cas pour Port-Louis. Par contre, je tiens à alerter le gouvernement sur le fait qu'une telle mesure ne peut être viable que sur la base d'une coopération régionale fortement engagée et pérenne avec toutes les organisations portuaires de l'océan Indien. Je me suis empressé, Monsieur le Président, de chercher le coût de cette mesure dans le budget, ses annexes et ses estimations budgétaires, mais je n'ai trouvé aucune donnée chiffrée concernant cette mesure. J'ai cherché dans la section PMO, car le port relève de la responsabilité du Premier ministre, dans la rubrique du ministère de l'économie bleue, du ministère du développement industriel, et je n'ai absolument rien trouvé. J'ai même cherché dans les fonds spéciaux pour voir si cette mesure y avait été subtilement dissimulée. Alors je suppose que le budget de cette mesure a fait l'objet d'un special make-up. J'ai donc fait mes propres estimations en prenant comme hypothèse de calcul une capacité de l'équivalent de 1700 conteneurs de 20 pieds pour chacun des 2 feeder vessels. Et le charter rate d'un tel navire porte-conteneurs, selon les informations que j'ai trouvées, avoisine $40 000 américains par jour. En y rajoutant le coût du carburant, les tarifs portuaires, les assurances et les frais de communication, cela m'amène à un coût global journalier de $45 000, soit 2 millions de roupies de fret maritime par jour. 60 millions de roupies par mois pour un navire. Autrement dit, pour les 2 navires de fret régional, nous parlons d'un budget d'environ 1,4 milliard de roupies par an, soit l'équivalent des subventions de l'État sur la farine. Monsieur le Président, vous vous rendez compte à quel point cette mesure budgétaire est critique, et je n'arrive pas à m'ôter de l'esprit qu'il y aura évidemment des grasses commissions pour des intermédiaires et des courtiers dans toute cette affaire. Monsieur le Président, je ne peux pas évoquer ces 2 navires sans évoquer un autre navire qui a tragiquement fait naufrage il y a bientôt 2 ans. Je veux parler du remorqueur Sagaïtan. Nous sommes le lundi 31 août 2020. L'île Maurice est encore traumatisée par la marée noire du Wakashio et le Sagaïtan remorque la barge l'Ami Constant de Pointe-Desny à Port-Louis. Il est 19h40, au large de Poudre d'Or, l'impensable se produit. Le Sagaïtan entre en collision avec la barge qu'il remorque et la mort frappe 4 de nos compatriotes. Et je tiens, Monsieur le Président, à redire leurs noms dans cette assemblée, car nous n'avons pas le droit de les oublier. Leur nom est connu de tous. Il y a une plaque commémorative à Poudre d'Or à leur nom. Il s'agit de Sylvain Addison, Sujit Sioux et Lindsay Plassant qui trouvent la mort. Et le capitaine Moswadegh Binik est quant à lui porté disparu et sera déclaré mort par la suite par la Cour suprême. Au-delà du fait qu'il faudra évidemment budgétiser le remplacement de ce remorqueur, et j'ai vu les photos de ce remorqueur qui n'ont pas circulé, je crois. Le Sagaïtan aujourd'hui gise à une dizaine de mètres sous l'eau au large de Poudre d'Or. Mais c'est surtout et avant tout à ces 4 familles endeuillées que je pense. 4 familles amputées d'un père, d'un frère, d'un époux, d'un fils. Et nous avons, l'honorable Ganga Parsad et moi-même, été particulièrement bouleversés par les larmes et les cris de la mère du capitaine Binik l'année dernière, le 1er septembre 2021, lorsque nous avons participé à une cérémonie interreligieuse à Poudre d'Or pour marquer le 1er anniversaire de cette tragédie. 2 ans bientôt depuis cette tragédie maritime,
3 mois que la Cour d'investigation a soumis son rapport au ministère de l'économie bleue. Et de ce côté de la Chambre, nous avons demandé au gouvernement de rendre public le rapport de la Cour d'investigation. Moi-même, lors d'une conférence de presse du Parti travailliste le 22 avril 2022, et l'honorable Outim, lors de sa question parlementaire du 17 mai 2022, adressée au ministre de l'économie bleue. Et savez-vous, Monsieur le Président, quelle est la réponse du gouvernement? C'est qu'après autant d'attentes douloureuses pour les familles, et alors que le rapport de la commission d'investigation a été soumis, suite à plusieurs mois de travaux approfondis sous la présidence de l'ex-juge Gérard Angot, désormais, le Conseil des ministres a décidé de mettre sur pied un comité interministériel pour étudier les conclusions et les recommandations de la Cour d'investigation. Et qu'en raison de ces travaux, de ce comité interministériel présidé par le Premier ministre, le gouvernement ne peut déposer le rapport des travaux à la Chambre. Et selon moi, la raison pour laquelle le gouvernement joue la course contre la montre, c'est que les conclusions de ce rapport de la Cour d'investigation sont accablantes contre la Mauritius Ports Authority et que plusieurs têtes devront tomber. Mais voilà, selon la loi de notre pays, une loi qui, selon moi, doit être revue, la POPA, Public Officers Protection Act, selon cette loi, toute action, poursuite ou procédure civile ou pénale par une personne autre que l'État, pour tout fait, acte ou omission contre un officier public dans l'exercice de ses fonctions, personne engagée ou employée dans l'exercice de toute fonction publique, ou personne agissant pour aider ou assister l'officier public, doit, sous peine de nullité, être intenté dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait de l'acte ou de l'omission. Autrement dit, Monsieur le Président, dans 2 mois et demi, le 31 août 2022, les 4 familles ne pourront légalement plus poursuivre aucun officier, aucun dirigeant et aucun consultant de la MPA suite au naufrage du remorqueur Sagaïtan. Mais soyons rassurés. Soyons rassurés, Monsieur le Président. Entre maintenant et le 31 août 2022, le comité interministériel étudie le rapport de la Cour d'investigation sur les responsabilités et les manquements de la MPA dans le cadre d'un accident ayant entraîné la mort de 4 compatriotes. Et ce comité ministériel est présidé par nul autre que le ministre qui a la responsabilité de la MPA, le Premier ministre lui-même. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Monsieur le Président, je faillirais à ma tâche si je clôturais ce chapitre maritime sans évoquer le secteur de la pêche. Et vous n'êtes pas sans savoir que ma circonscription abrite une grande communauté de pêcheurs qui opèrent de Pointe-aux-Sables à Grande-Rivière en passant par Bain-des-Dames. Alors je reconnais que la mesure la plus importante du budget 2022-23 pour les pêcheurs est l'augmentation du Bad Weather Allowance d'un montant journalier de 475 roupies à 575 roupies, comme annoncé par le ministre des Finances au paragraphe 86 de son discours. Et j'entendais hier le ministre de la Pêche, alors il était là encore il y a quelques minutes, mentionner dans son intervention sur le budget qu'une personne de poste de FLAC lui aurait dit, et je cite le ministre, « dire l'opposition arrête cause n'importe ». Eh bien, ça tombe très bien, parce que je me suis précisément rendu à poste de FLAC il y a 2 semaines. C'était le mardi 31 mai, pour précisément rencontrer la communauté des pêcheurs de ce village qui se trouve dans la circonscription du ministre de la Pêche.
Et je n'y suis pas allé seul. J'y suis allé accompagné par l'ex-mentor du ministre de la Pêche, l'ancien ministre Anil Bechu. Il est vrai que l'honorable Madou a beaucoup appris aux côtés d'Anil Bechu et a travaillé pour le gouvernement travailliste de l'époque. Et savez-vous, Monsieur le Président, la raison pour laquelle je me suis rendu sur le débarcadère de Poste de Flac ce jour-là? C'était pour dénoncer la privatisation d'une partie de notre lagon pour permettre à une société privée d'organiser une activité de surf électrique. En effet, Monsieur le Président, les pêcheurs de Poste de Flac avaient eu la mauvaise surprise un matin de constater qu'une partie de la mer vers l'hôtel Saint-Gérand était subitement devenue un restricted area, avec un panneau flottant et des bouées de balisage sur environ 500 mètres, avec une indication qui interdisait formellement tout passage de bateaux ou de pirogues. Alors que précisément, il s'agit d'une zone de pêche où les pêcheurs déposent leur casier et de plus, c'est un lieu de passage, selon la coutume des pêcheurs de l'endroit, de transporter le cercueil d'un pêcheur décédé entre le débarcadère de Poste de Flac et le cimetière de Pointe de Flac en guise de dernier voyage sur l'eau. Mais tout cela n'avait visiblement aucune importance pour le ministère censé protéger les pêcheurs, car un permis, un Interference Permit, avait été donné par le ministère de la Pêche le 5 mai 2022, soit le lendemain même de l'application. Et je dois dire que j'ai été interpellé par l'intervention sur une radio privée de l'honorable Nokchedi à ce sujet. Et je peux vous dire, Monsieur le Président, que je n'ai pas reconnu l'honorable Nokchedi tout de suite quand je l'ai écouté ce jour-là. Alors que dans cette chambre, il nous a habitués à être le meneur de la Shouting Brigade des top benchers du gouvernement. Ce jour-là, à la radio, il était mais docile comme un agneau. J'ai vraiment eu du mal à reconnaître l'honorable Nokchedi qui intervenait sur une radio privée au sujet de la privatisation de ce lagon dans sa circonscription. L'honorable Nokchedi n'était visiblement pas au courant de ce que le ministère de son propre colistier avait visiblement autorisé. Je tiens à dire que depuis, sous la pression populaire, politique et médiatique, le Restricted Area a sauté et j'invite le ministre Madou à faire de sorte qu'à partir de maintenant, son ministère arrête de faire n'importe. Et à ce sujet, car je n'en ai pas encore fini, Monsieur le Président, car à la base, j'évoquais l'allocation de mauvais temps qui a augmenté de 100 roupies dans le présent budget. Mais savez-vous, Monsieur le Président, et j'espère que le ministre concerné est au courant, que selon les nouvelles procédures de son propre ministère, les jours de mauvais temps, un pêcheur doit désormais se rendre le jour même et chaque jour de mauvais temps aux Fisheries Post de sa région le matin de 9h à 11h. Et tout cela pourquoi? Pour signer un carnet et accepter d'aller nettoyer une zone du débarcadère, de la plage ou du littoral tel que défini par le Fisheries Post. Sans quoi, le Bad Weather Allowance ne sera pas versé pour ce jour en question. Et les pêcheurs de Poste de Flac, les pêcheurs de la circonscription du ministre Madou, se plaignent de cette nouvelle mesure. Car pour se rendre de Poste de Flac au Fisheries Post qui se trouve à Poste Lafayette, le ticket de bus
coûtait jusqu'à hier 30 roupies aller, 30 roupies retour, soit 60 roupies pour aller signer un papier et revenir sur le débarcadère. Et depuis ce matin, et avec la prochaine augmentation fort probable du tarif de ticket d'autobus, ce même aller-retour coûtera probablement 70 roupies. Donc au final, Monsieur le Président, d'un côté, le gouvernement donne une augmentation de 100 roupies du Bad Weather Allowance, mais de l'autre côté, le pêcheur va dépenser 70 roupies de trajet pour aller signer un carnet. On marche sur la tête. Monsieur le Président, le secteur de la pêche s'inscrit dans une immense vocation de sécurité alimentaire et de développement économique aux côtés du secteur de l'agriculture. Et nous sommes tous d'accord dans cette Chambre pour affirmer que la pandémie de Covid-19, depuis plus de 2 ans, et la guerre en Ukraine depuis bientôt 4 mois, ont fait de notre sécurité alimentaire une absolue priorité nationale et vitale. En effet, comme le rappelle le budget au paragraphe 47, nous dépendons des importations pour plus de 75% de nos besoins alimentaires, alors que nous devrons nourrir 2 fois la population de Maurice, 1,3 million de Mauriciens et autant de touristes, je l'espère prochainement. Alors je reconnais que si le budget 2022-2023 prévoit des subventions sur les semences pour l'achat de matériel, des prix minimums garantis pour certains légumes et des facilités de prêt pour les planteurs, je note malheureusement une absence de stratégie nationale incluant le gouvernement, le secteur privé et les instituts de recherche agronomique pour dynamiser, moderniser et adapter notre agro-industrie locale face aux nouveaux défis climatiques, économiques et géopolitiques. Et à mon sens, les 3 grandes lacunes dans notre modèle agricole sont la mauvaise distribution et utilisation des terres, le manque de personnel qualifié et le désert technologique dans nos pratiques agricoles. Dans le budget de l'année dernière, le ministre des Finances avait annoncé qu'une Centralized Digital Land Bank permettrait à Landscope de mettre à disposition des cultivateurs privés quelques 1000 arpents de terre en vue de stimuler la production agricole. Qu'en est-il de ces 1000 arpents 1 an après cette annonce? Combien d'arpents ont été cultivés? Avec quelle production agricole? Y a-t-il un master plan clairement défini pour la gestion de ces terrains disponibles? Et je me suis posé la question, pourquoi Landscope? Alors qu'il y a un département au sein du ministère de l'Agro-Industrie dédié à la gestion des terres arables de l'État. On aurait très bien pu avoir modernisé ce département et le pourvoir de plus de moyens, plus de ressources humaines et plus de logistique. N'y a-t-il pas, une fois de plus, avec ce gouvernement, anguille sous roche? Plusieurs anguilles sous plusieurs roches de ces terres qu'on distribue. Je note d'ailleurs que l'une de nos terres les plus fertiles, parce que souvent nous distribuons des terres sans en étudier la qualité et la fertilité. L'une de nos terres les plus fertiles du pays, à Côte-d'Or, au lieu de servir notre sécurité alimentaire nationale, est aujourd'hui essentiellement exploitée pour ériger du béton à la gloire du prince du jour. Et en ce qui concerne notre main-d'œuvre privée et publique, si le nombre de planteurs est en baisse depuis des années, le personnel du ministère, quant à lui, semble de plus en plus restreint alors que nous sommes en guerre alimentaire. C'était d'ailleurs l'objet de ma question parlementaire qui devait figurer sur le order paper d'avant-hier, alors que cela fait désormais un mois aujourd'hui que nous n'avons plus de questions parlementaires. Comment se fait-il que d'année en année, il y ait de moins en moins de recrutement au sein du ministère de l'Agro-Industrie, notamment en ce qui concerne le personnel dédié à la production des semences et des arbres fruitiers?
Il semblerait qu'il y ait aujourd'hui, au sein du ministère censé assurer notre sécurité alimentaire, plus de postes vacants que de postes pourvus. Et que dire de l'état de la station agricole de Richelieu, qui se trouve dans ma circonscription, à côté du quartier général flambant neuf du métro express. Ce contraste visuel flagrant est malheureusement à l'image des priorités erronées de notre pays, qui pourrait un jour se retrouver dans une situation où le pays pourra véhiculer la population, mais sans pouvoir la nourrir. Et en parlant de la population qui a déjà du mal à se nourrir faute de moyens, et ce sera mon dernier grand volet, Monsieur le Président, je voudrais me faire la voix, une fois de plus, de celles et de ceux qui gagnent leur vie grâce à leur voix et qui ont été complètement méprisés dans ce budget 2022-2023. Et je veux parler de la communauté des artistes. L'honorable Mayotte l'a évoqué dans son discours et je reviendrai sur un ou deux points. Mais avant toute chose, j'aimerais dire que j'ai écouté avant-hier, avec beaucoup d'attention, l'intervention du ministre des Arts et du Patrimoine culturel sur le budget. Et j'espère qu'il m'écoute en ce moment là où il est. Car nous avons, l'honorable Tilek et moi, certains points communs. Nous sommes nés la même année, à quelques jours près, et nous sommes tous les deux nés et avons grandi dans une famille travailliste. Et si au début de son discours, le ministre Tilek a fait référence à 3 dates du mois de juin, dont 2 dates pour rendre hommage à Feu Sir Nehru Jagnat, ce qui est son choix et son droit le plus total et que je ne conteste évidemment pas, je me permettrai de rappeler humblement à l'honorable Tilek que dans un passé pas si lointain, en 2014, il faisait campagne pour mon camarade de parti et ancien ministre Lormesh Bendou dans la circonscription numéro 6 contre l'alliance Les PEP dirigée alors par Feu Sir Nehru Jagnat. L'honorable Tilek n'a certainement pas pu oublier qu'il a même présidé des meetings du Parti travailliste, notamment à Fond-du-Sac. La 3e date du mois de juin à laquelle le ministre Tilek a fait référence était celle du 7 juin 2022, jour de présentation du présent budget, mais je regrette que le ministre n'ait fait aucune référence à une autre date bien plus historique du mois de juin, celle du 11 juin 2022, qui marquait les 200 ans du théâtre de Port-Louis, classé patrimoine national et l'un des plus anciens théâtres de l'hémisphère sud. Je note et je déplore que le ministère qui porte l'appellation du patrimoine culturel n'ait rien organisé à cet effet. Et l'autre date qui aurait dû avoir marqué le ministre Tilek n'est nulle autre que la date de son discours sur le budget il y a 2 jours, le 14 juin 2022. Car quelques heures avant son discours, et à quelques pas du Parlement, le syndicat des artistes et plusieurs associations d'artistes ont animé une conférence de presse pour crier leur angoisse, leur souffrance et leur déception quant au budget 2022-2023. Quelques phrases, Monsieur le Président, si vous me permettez, qui m'ont marqué. L'air mari grave. Pena non de concret pour un artiste. Nous nous fatigués. Nous nous souffert pendant des ans. Voilà quelques phrases parmi tant d'autres qui m'ont touché lors de ce cri de cœur
poussée par les artistes, à quelques heures du discours du ministre sur le budget. Et étonnamment, le ministre n'a pas dit un seul mot sur cette conférence de presse lors de son discours prononcé dans cette chambre quelques heures seulement après. A-t-il pris le temps d'écouter les doléances, les attentes et le désespoir de nos artistes, ou alors tout au moins demander à son attaché de presse de lui faire un résumé? Et le fait le plus marquant pour moi, Monsieur le Président, de cette conférence de presse que j'ai pris le temps d'écouter entièrement, est la présence et l'intervention au cours de cette conférence de presse du président même de la MASA, nommé, j'imagine, par le gouvernement, mais qui est avant tout un artiste, M. Gérard Louis. Et M. Gérard Louis est venu lors de cette conférence de presse, je dois dire que j'en ai même été étonné, pour dire non seulement son épuisement, mais sa déception face au budget. Et vous savez ce qui m'a marqué, Monsieur le Président? Et c'est dommage que l'honorable Mayotte n'est pas là. Publiquement, devant tous les médias, le président de la MASA, la Société des droits d'auteur à Maurice, est venu dire qu'il avait parlé au téléphone avec l'honorable Mayotte et qu'elle était aussi déçue de ce budget concernant les artistes. Et monsieur lui dit publiquement qu'il a fait savoir à l'honorable Mayotte qu'il comptait dire ça publiquement et elle lui aurait dit « dis-le ». Les images et les vidéos sont là pour le prouver. Le meilleur résumé pour le secteur artistique du budget. Une députée de la majorité et artiste avant tout, artiste respectée et respectable, qui se dit déçue. Et je demanderai aux top benchers du gouvernement de bien vouloir adresser mes félicitations à l'honorable Mayotte pour sa franchise et son courage. Deux ans que nos artistes meurent à petit feu à cause des restrictions sanitaires. Et la première dépense annoncée par le ministre des Finances au paragraphe 126 du budget, vous savez ce que c'est? 20 millions de roupies pour la création d'un National Art Center comprenant un studio d'enregistrement à Petit Raffray dans la circonscription du ministre Tilloch. Et je tiens à dire, Monsieur le Président, que ce n'est absolument pas le fait que ce studio soit à Petit Raffray qui me dérange. Car la circonscription du ministre Tilloch est également la circonscription de mon ami l'honorable Ganga Porsad. Et je vais moi-même régulièrement à Petit Raffray, notamment pour visiter la Global Rainbow Foundation. Ce n'est pas ça qui me dérange. C'est que, alors que nos artistes ont souffert pendant 2 ans, n'ont plus rien à se mettre sous la dent, dans tous les sens du terme, la première mesure du budget pour les artistes, c'est de mettre 20 millions de roupies dans un projet qui va durer 3 ans. 20 millions de roupies, ce n'est que la première tranche sur la première année financière. C'est le chiffre qu'annonce le ministre des Finances dans son discours. Alors, manque de peau pour lui, j'ai été fouillé dans les budget estimates et j'ai vu qu'il ne s'agit pas d'un projet de 20 millions de roupies. Il s'agit d'un projet à 57 millions de roupies sur 3 ans. Deux ans que nos artistes meurent à petit feu et le budget national vient faire la provision d'1 million de roupies pour des frais de consultants pour restructurer la MASA, alors que la MASA a un accord avec la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et de compositeurs, la CISAC, qui pourra travailler sur ce plan de restructuration gratuitement. 2 ans que nos artistes meurent à petit feu, dont presque une année durant laquelle l'assiette de collection des droits d'auteur a été amputée à cause d'une exemption illégale du paiement des droits d'auteur par certains opérateurs privés, suite à une décision prise par le Conseil des ministres le 23 juillet 2021. Et le ministre Tilloch,
qui est un juriste de formation. Je n'ai absolument rien de personnel contre le ministre Tillock, mais je tiens à le mettre devant ses responsabilités. Il est un juriste de formation. Il aurait dû savoir que la propriété intellectuelle et le droit d'auteur relèvent du droit privé et que l'État ne peut en aucune façon et à aucun moment prendre une décision qui va à l'encontre du droit privé. Je vais terminer, Monsieur le Président, parce que le temps m'est compté. J'avais d'autres choses à dire sur la communauté des artistes. Je pense avoir dit l'essentiel. Et je vais terminer par dire que le ministre Tillock, dans son propos, a dit une chose qui est tout à fait vraie. Il a dit, dans son discours avant-hier, que ce n'est pas à nous, membres de l'Assemblée nationale, de juger les membres du gouvernement. Il a raison. C'est le peuple. C'est au peuple de juger. Et je peux malheureusement dire à l'honorable Tillock, pour avoir parlé à plusieurs artistes, que dans son cas, le peuple qu'il est supposé défendre a déjà rendu son verdict. C'est ma dernière phrase, Monsieur le Président. Un budget cosmétique et populiste, habilement préparé par un make-up artiste, un budget qui aura raison de lui-même, car le maquillage ne dure qu'un temps, un budget annoncé comme étant « we the people, for the people », mais au final qui se retrouvera comme un budget « as fooling the people and failing the people ». J'en ai terminé, Monsieur le Président.